Amis sportifs, bonsoir et bienvenue sur Canal 7 et vous regardez le troisième numéro de votre émission 7 Sports. 7 Sports, vous le savez, c'est un résumé de l'actualité sportive du continent africain et du reste du monde avec des analyses, commentaires des acteurs ou dirigeants de ces disciplines. C'est une émission que vous regarderez désormais tous les lundis à partir de 20h50 sur Canal 7, la chaîne panafricaine. Tout de suite, le sommaire de ce troisième numéro. Au sommaire de cette émission, il sera question du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Avec notre invité, nous évoquerons le parcours des équipes de la poule B lors de ces éliminatoires. La boxe est au programme de ce troisième numéro de 7 Sports. Vous découvrirez dans cette émission la toute première femme arbitre de boxe. Voilà pour le sommaire. 7 Sports, c'est maintenant. Voilà, nous sommes sur ce plateau avec moi à Bill Thiato, international, ex-international camerounais, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations de football de 2002. C'est ça. Bonsoir Bill. Bonsoir. Et bien sûr, Doris Renard du service des sports de Canal 7. Bonsoir Doris. Bonsoir Billy. Voilà, tout de suite nous allons attaquer cette émission, Bill, avec, on va respecter le protocole avec déjà la première rubrique qui consiste bien sûr à interroger notre invité, c'est la rubrique invité. Et le flambeau donc revient à Doris. Bonsoir Bill. Bonsoir Doris. Merci d'être venu sur le plateau de 7 Sports. Vous avez été un joueur international, vous avez été champion d'Afrique en 2002, vous avez participé à la Coupe du Monde en 2002 aussi au Japon. Vous avez joué dans différents clubs européens tels que Caen, Montpellier, en passant par l'Allemagne. Vous avez fait un tour aussi au Qatar. Et puis en 2011, vous vous retrouvez avec le FC Sapin ici au Gabon. Quelles ont été vos motivations à rejoindre ce club ? Motivation, je voulais découvrir un peu le football africain. Je suis parti du Cameroun assez tôt, donc avec mes parents, qui étaient diplomates en France. Donc, à l'âge de 8 ans, je n'avais jamais connu le football africain, un peu tous les rouages qui entourent cette formation-là. Et c'était pour moi comme un challenge de revenir un peu en arrière et puis goûter un peu le côté amateurisme qui me manquait à moi. Et malgré tout ça, malgré le fait que ce soit amateur, j'ai quand même pu apprendre encore. En dehors du football, vous avez comme activité la fondation de Samuel Eto'o. Vous pouvez nous dire un petit mot à ce sujet ? Oui, depuis 3 ans maintenant, il y a la fondation Samuel Eto'o qui s'est mise en place ici à Libreville. Bien sûr. Donc, elle consiste à former des jeunes Gabonais qui, plus tard, on espère qu'ils deviendront aussi des stars. J'espère que certains d'entre eux auront la Samuel de Samuel Eto'o, voire plus. Et ils permettront aussi de fournir de bons footballeurs dans l'équipe nationale du Gabon. Et depuis lors, vous avez pu détecter un ou deux talents déjà ? Disons qu'on les prend assez jeunes. Jusqu'à présent, les plus vieux ont 14 ans. Donc c'est une formation qui va durer au moins jusqu'à l'âge de 17-18 ans et en espérant qu'ils puissent s'envoler vers l'Europe. On va parler un tout petit peu de la CAN. Vous avez gagné la Coupe des Nations d'Afrique en 2002 avec le Cameroun. Quelle est la différence que vous faites entre l'équipe d'aujourd'hui et celle de 2002 ? Elle a beaucoup changé, hein. Il y a beaucoup de différences. C'est vrai qu'à l'époque, en 2002, il y avait quand même des joueurs qui jouaient dans de gros clubs tels que Jérémy Ditab, Samuel Eto'o qui jouait à Barcelone, Jérémy jouait au Real de Madrid, à Chelsea, Rigobert Song aussi qui était un des piliers. Et aujourd'hui, l'équipe a rajeuni. Forcément, nous ne pouvons pas jouer éternellement dans cette équipe. Nous sommes obligés, à un moment donné, de laisser la place aux jeunes. Et bon, il y a une telle différence qui fait que souvent, les jeunes ne peuvent pas porter le poids que nous avons eu quand on était encore plus jeunes. Mais aujourd'hui, on voit une équipe qui est en train de relever la tête, qui a fait un bon parcours pendant les éliminatoires. Et aujourd'hui, elle est qualifiée et puis maintenant, elle doit confirmer. Justement, le Cameroun est dans le groupe D avec la Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée. Selon vous, quelles sont les chances pour le Cameroun dans cette poule ? Donc, si nous continuons sur cette lancée-là, je pense qu'on a déjà les chances de sortir de cette poule. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de retrouvailles, hein, telles que la Côte d'Ivoire. Nous sommes habitués à jouer contre eux. Le Mali qui aura sans doute une revanche à prendre. On les avait battus chez eux en 2002 justement. Mais bon voilà, je pense que le Cameroun peut
peut aller très loin. Moi, je les vois bien en finale et j'aimerais bien que ce soit une finale Gabon-Cameroun, par exemple. Un numéro 2 favori, parce que selon moi, vous êtes Camerounais, c'est un peu normal que vous supportiez le Cameroun. Tout à fait. Mais en numéro 2 Ben, étant donné que j'ai été bien accueilli ici au Gabon, on m'a bien adopté, j'aimerais bien voir une finale Cameroun-Gabon et espérer que le Cameroun gagne et le Gabon soit deuxième. Pourquoi pas? Et selon vous, est-ce que le fait que la Guinée et le Cameroun soient frontaliers, ça peut être une source de motivation pour les Lions? Bien sûr, la Guinée, le Gabon, la Guinée, tout est prêt, donc forcément, au niveau de la population des supporters, c'est peut-être plus facile pour eux de venir supporter, donc on va se sentir un peu comme chez nous. Pareil pour le Gabon, donc forcément, c'est une source de motivation. Je vous remercie. C'est moi. Merci Doris. Merci. Bill Thiato, vous restez bien entendu avec nous sur ce plateau jusqu'à la fin de l'émission. Alors, le tirage au sort de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Orange qui se jouera en Guinée équatoriale du 17 janvier au 8 février 2015 promet des matchs étincelants avec un premier tour qui ressemble ou qui va ressembler au dernier carré. Alors, après le groupe A lundi dernier, nous allons nous intéresser aujourd'hui au groupe B. Bill Thiato, vous avez un mot à dire par rapport, bien évidemment, à ce tirage au sort de cette phase finale de Coupe d'Afrique des Nations 2015? Mais globalement, il y a des groupes qui sont, disons, qui sont très très forts, comme le groupe C, je crois, où il y a je ne sais plus très bien, il y a un groupe avec pas le Nigeria qui n'est pas qualifié, oui. Mais là, j'ai un trou de mémoire, le groupe de la mort, comme on dit. Ce n'est pas le groupe du Cameroun, mais c'est quel groupe ça? C'est le groupe... Mais bien sûr, c'est justement le groupe du Cameroun, c'est lui qu'on qualifie de groupe de la mort. Il y a un groupe qui est plus fort encore. Ben, il y a le groupe C également, qui est un groupe, et le groupe B aussi. Tous les groupes, on peut dire, aujourd'hui, sont un tout petit peu. Mais avant que de pouvoir nous avancer dans ces éliminatoires, dans ces différents groupes, nous allons passer à la rubrique invité, ou du moins à la rubrique focus de cette émission. Et là, Michel Jueyi du service des sports de Canal 7 a préparé, comme à l'accoutumée, un document sur un joueur africain. Il s'agit bien évidemment de Adebayor. Regardez. Né le 26 février 1984 à Lomé au Togo et mesurant 1,93 m, Emmanuel Adebayor est un footballeur international togolais qui évolue au poste d'attaquant au club londonien Tottenham. Emmanuel Adebayor fait ses débuts en junior au Togo dans un club de son quartier appelé Sporting Club de Lomé à Nieko-Nakpoé. Très tôt, il part en formation en France au Met. Lancé à 17 ans en première ligue par Gilbert Grèce, c'est pourtant en Ligue 2 qu'il émerge vraiment lors de la saison 2002-2003 où il inscrira 13 buts. Il rejoint par la suite l'AS Monaco et y passe 2 saisons et demie dans la principauté. Après son passage à Monaco, l'attaquant international togolais marquera l'histoire dans plusieurs autres clubs, tels que l'Arsenal de 2003 à 2009, où il a livré 142 matchs au total pour 62 buts inscrits. Puis de 2009 à 2011 à Manchester City, 45 matchs, 19 buts marqués. Il fut même le premier joueur de Manchester City à mettre un triplé lors de la dernière journée de la compétition de la Ligue Europa. Impressionné par son potentiel et ses performances, c'est ainsi qu'il sera sollicité par les recruteurs du club londonien Tottenham en 2011. L'international togolais Emmanuel Cheyi Adebayor saisira donc cette opportunité qui lui est offerte pour réaliser des grands exploits car il marquera 18 buts pour 37 matchs. Suite à ces satisfaisantes statistiques, le dit club renouvellera sa confiance à Adebayor en lui faisant signer un contrat d'une durée de 3 ans le 21 août 2012. Il donnera raison aux décideurs de son club Tottenham puisqu'il inscrira les 2 buts qui permettront de qualifier le club pour les 16e de finale de la Ligue Europa au retour. Depuis lors, il poursuit sa carrière dans ce club. Hormis le fait, il marquera l'histoire du football africain en général et du Togo en particulier, car il a été le premier plus jeune joueur à se voir décerner un ballon d'or par la Confédération africaine de football en 2008. Concernant son parcours à l'équipe nationale du Togo, l'attaquant togolais a participé à une Coupe du Monde en 2006, une Coupe d'Afrique en 2010 et une phase des éliminatoires en 2011 face à la Guinée-Bissau. Dans sa vie active, Emmanuel Cheyi Adebayor s'investit dans des œuvres humanitaires au profit des populations pauvres, y compris les populations de son pays. Voilà, après ce reportage sur Emmanuel Adebayor,
Michel Joilly du service des sports de Canal 7 nous a rejoint. Bonsoir Michel. Bonsoir. Et certainement des interrogations ou des questions à l'endroit de Bill Chateau qui vient de regarder avec beaucoup d'intérêt ce reportage. Bien sûr, bonsoir Bill Chateau. Bonsoir. Heureuse de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Alors, quelle conclusion tirez-vous du parcours d'Adebayor après avoir suivi ce reportage? C'est un parcours exemplaire. Hein. Moi, j'ai connu Adebayor quand il jouait à Monaco. Il faisait ses débuts. Et il a autant plus de mérite parce que dans le football, il n'y a pas beaucoup de grands attaquants. Et lui, il fait au moins, je crois qu'il doit faire plus d'1m90. Et il arrive à s'en sortir. Donc, c'est très rare pour un attaquant de cette taille-là. Et aujourd'hui, il fait une carrière que beaucoup d'enfants aimeraient faire. Donc, il progresse et tout, et d'année en année. Donc, à chaque fois, je regarde ses résultats et en plus de ça, il porte haut sa sélection. Alors, Adebayor a livré 12 matchs et n'a marqué que 2 buts, vraiment, dans son club londonien, Tottenham. Est-ce que c'est quand même digne de sa part, ou alors, on dirait, que pensez-vous de la prestation, d'accord, de ce dernier, d'un attaquant d'une aussi grande envergure, d'un attaquant de cette trempe? Parce qu'il faut quand même dire que c'est un cadre de l'équipe nationale togolaise, y compris dans son club Tottenham. Il est évident que le rôle d'un attaquant, c'est de marquer des buts. Mais vous voyez que même les plus grands joueurs ont des passages à vide. Donc je pense simplement que c'est un petit passage à vide qu'il a et tout, et qu'il va vite retrouver les chemins des buts. Ça va venir, je pense que c'est un travailleur, un bosseur. Il prend son mal à patience et puis ça reviendra. On a connu, même Samuel Eto'o, j'ai connu qui n'a pas eu des petits moments à vide et tout, mais qui se ressaisissent. Un buteur reste un buteur, donc je ne m'en fais pas pour lui. Et la baisse des formes de Manuel Adebayor aujourd'hui, on peut penser qu'elle a été pour beaucoup dans l'élimination de cette équipe togolaise? C'est vrai, quand on est un leader d'une équipe, on compte beaucoup sur les leaders en fait, dans une équipe. Mais bon, c'est vrai que moi, je pense simplement que c'est un mauvais passage. Dans une carrière de football, il y a des bons moments et comme des moyens un peu moins denses et tout, mais je pense que ça ira, il n'y a pas de problème. Willy, pour clore ce chapitre, je voudrais tout de même demander à Bill Chateau s'il a vécu cette période au cours de sa carrière, parce qu'il faut quand même dire que ça arrive d'avoir une baisse de forme, à l'exemple d'Adebayor. Oui, bien sûr. Moi, j'ai connu des périodes comme ça en club où on a l'impression que tout ne marche pas. Mais tout ce qu'il faut faire, c'est vraiment se réfugier dans le travail. Il n'y a que le travail qui permet de se ressaisir. Merci. Et vous avez eu l'occasion de jouer contre Adebayor à un moment donné de votre carrière? Non, je ne pense pas. Peut-être en club, c'est possible. Ouais. Mes souvenirs sont un peu loin là. D'accord. Merci Michel. C'est moi qui vous remercie, Willy Tonangoy, et merci encore, Bill Chateau. Merci. Alors, après 15 jours passés à l'hôpital, Edson Arantes do Nascimento alias Pelé est rentré à la maison bousculé par un souci rénal. Le roi du football se dit confiant. Regardez ce reportage. C'est la fin de 2 semaines d'inquiétude et de douleur pour l'ancienne gloire du football brésilien. Après avoir passé 15 jours à l'hôpital pour un problème rénal, le roi Pelé a enfin quitté l'établissement de Sao Paulo ce mardi 9 décembre, souriant, accompagné de sa fiancée d'origine japonaise, Marci Haruki. Je voudrais d'abord remercier l'équipe médicale qui m'a accompagné pendant ces 2 semaines. Cela a vraiment été un choc, mais grâce à Dieu, je suis bien, je récupère. Malgré le fait qu'il se trouvait dans un état clinique instable, l'icône brésilienne déclare ne pas avoir peur de la mort. Bien sûr, j'étais préoccupé. Cela a été une surprise. Mais de là à avoir peur de mourir, non. Vous savez, je suis de la ville de Trois-Cœurs, ma ville natale. Donc c'est difficile de mourir. Le patient Edson Arantes do Nascimento a une bonne évolution clinique sans signe d'infection. C'est ce que la clinique de Sao Paulo a déclaré, mais le médecin a tout de même indiqué que le roi Pelé devra passer par une période de rééducation. Pelé, comme tout patient de 74 ans qui sort de l'hôpital après 15 jours, va passer une phase de récupération. Quand le patient reste dans un lit, il perd de la masse musculaire. Donc il doit passer par une phase de récupération musculaire, plus ou moins pendant 1 semaine ou 10 jours. Il va commencer à faire de la kiné, il pourra refaire des mouvements avec plus d'assurance. C'est la routine de n'importe quel patient qui sort de 15 jours d'hôpital. Le roi Pelé reste confiant concernant sa guérison immédiate. D'ailleurs, il a fixé rendez-vous à tous ses fans pour les Jeux Olympiques de 2016. Voilà donc retour sur ce plateau. Mamadou Niang du service des sports de Canal 7 nous a rejoint.
Bonsoir Mamadou. Bonsoir Willy. Alors avec Bill Tchato, on va revenir un tout petit peu sur, avant que de pouvoir poursuivre par rapport au groupe B de cette Coupe d'Afrique des Nations de football en Guinée équatoriale. Alors vous avez regardé le reportage sur Edson Arantes do Nascimento Pelé, qui est à 74 ans aujourd'hui et qui est convalescent. Il sort de l'hôpital avec des soucis au niveau des reins. Alors quand vous entendez parler de Pelé, Edson, qu'est-ce que ça vous fait, Bill? C'est le roi, c'est un peu le père du football, c'est celui qui a montré un peu qu'avec un ballon on pouvait faire plein de choses. Donc aujourd'hui, même si aujourd'hui je ne l'ai pas vu jouer, on en parle tellement que c'est quelqu'un qui a fait rêver tout le monde entier au niveau du football. Aujourd'hui on voit les images. Bon, ça nous fait mal un peu de voir qu'il a été malade. À 74 ans, on le trouve encore jeune. J'ai eu l'occasion de le rencontrer ici à Libreville, où j'ai pu échanger quelques mois avec lui. Et vraiment, c'est quelqu'un d'inoubliable et je pense qu'il a encore de longues années derrière lui. Amadou, Pelé convalescent, c'est vrai qu'il y a aussi l'âge, il faut le préciser. 74 ans, c'est pas rien, mais il reste tout de même égal à lui-même, s'il faut le dire. Oh, il reste toujours solide parce qu'il a toujours été l'athlète, il est resté l'athlète qu'il a été. Un très grand athlète, pratiquement très au complet dans sa carrière. Et puis, la maladie d'un roi ne laisse jamais indifférent son peuple. Et pour le peuple du foot, quand Pelé est malade, ça ne laisse pas indifférent les amateurs du football. Espérons simplement qu'il continue sa rééducation pour qu'il reprenne des forces, ensuite qu'il revienne beaucoup plus en forme. Et se rappeler également que Pelé, en dehors de la CAN 2012, quand il a été au Gabon, il a foulé le sol africain dans les années 70, quand il jouait avec Santos à l'époque. Il faisait des tournées en Afrique pour jouer quelques matchs avec les équipes africaines. Donc il a fait un peu l'Afrique en tant que joueur. Il y a eu des gens qui ont eu la chance de le voir jouer et d'autres n'ont pas eu la chance de le voir jouer, mais c'est une chance toujours de le voir toujours parmi nous. 70, c'est justement l'année où le Brésil a illuminé le monde entier de par sa classe, de par sa façon de jouer. Et puis le Brésil avait gagné cette Coupe du Monde de 70. Et c'était au Mexique, exactement. Et là, c'était la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde, autant pour moi, où Pelé vraiment a ébloui tout le monde de son talent. Ouais, c'était pratiquement la Coupe du Monde de 1970. Vous savez pourquoi il était très important? Parce que c'était la rencontre, quand le Brésil a rencontré l'Italie en finale, c'était la rencontre de deux styles. Il y avait le style du Brésil, le 4-2-4 offensif, et contre le 4 nations italien, le béton. Et tout le monde s'est dit qu'on va voir aujourd'hui quelle est la meilleure stratégie. Est-ce le béton? Est-ce le système offensif? Et vous vous rappelez du quatrième but de Carlos Alberto, sur une passe aveugle de Pelé quand il vient de derrière en tant que latéral. Et derrière, donc, une frappe qui suit. Voilà, et donc au sortir de cette Coupe du Monde, tous ceux qui ont adopté le 4 nations sont rués sur le 4-2-4 offensif qu'avait présenté le Brésil. D'où donc l'importance et la date de cette Coupe du Monde de 70 que les puristes encore retiennent encore. Ça vous dit, une Coupe du Monde mémorable. Alors, nous allons donc revenir de plein pied maintenant sur le tirage au sort de la Coupe d'Afrique de 2015 en Guinée équatoriale. Nous allons nous appesantir sur le groupe B, d'autant plus que la semaine dernière, il était question de traiter les équipes du groupe A. Alors, dans le groupe B, la République démocratique du Congo, le Cap-Vert, la Tunisie et la Zambie. Bill Tchato, au regard de ces quatre équipes, quelle est, selon vous, les deux équipes qui sortiront de ce groupe? Je vois bien la Zambie qui a gagné récemment à Libreville ici, la CAN. C'est la houlette de Hervé Renard aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ouais. Même s'il n'est pas là, je pense qu'ils ont pris en expérience. Et puis le Cap-Vert qui, depuis un certain temps, même quand elle a joué contre le Cameroun, nous a causé beaucoup de problèmes. Ils sont pas mal. Bon, c'est vrai que le Cap-Vert a beaucoup naturalisé, je pense, des Brésiliens. Et donc, c'est ces deux équipes-là que je vois sortir. Alors, et la République démocratique du Congo, avec, c'est vrai, Mamadou, au sein de cette équipe de la RDC, il y a quand même de gros absents, à la personne de Trevor Poutou, qui n'est plus dans l'effectif depuis les éliminatoires. Oui, mais Trésor, il est absent depuis longtemps. Il n'a pas participé aux éliminatoires. Ça n'a pas empêché la RDC du Congo de s'imposer dans sa poule. C'est vrai qu'ils ont terminé meilleur troisième, mais au vu du contenu, parce qu'ils étaient dans la même poule que le Cameroun et la Côte d'Ivoire,
ils ne sont pas mal débrouillés. Et en fin de parcours, on a vu qu'ils sont allés battre la Côte d'Ivoire à Abidjan. Et ensuite, c'est une équipe qui tourne autour du Vita Club, avec ossature du Vita Club de Kinshasa et du TP Mazembe. Et ensuite, qui a également la chance d'avoir un entraîneur local, Ibingue, qui pratiquement a su vraiment fédérer les équipes, les joueurs, et puis mettre en place un dispositif collectif qui a fait que, franchement, cette équipe a pu présenter un beau jeu, un jeu cohérent. Et tout dernièrement, il y a le gardien de but Robert Kiyaba qui disait qu'il va arrêter sa carrière internationale après la CAN et il veut partir avec la CAN pour son pays. Ça veut dire que donc c'est une équipe qui est décidée à faire le résultat. Je ne sais pas si ça va se passer comme ça, mais en tout cas, c'est leur vœu. Oui, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est quand même un pays qui a l'habitude de produire des grands gardiens de but. Là, on a Kidiaba, mais avant, il y avait Apangui Merikani qui était également très, très, très bon. Oui, avant Kidiaba, avant lui-même, il y avait Kazadi. Oui. Kazadi, c'était... On voit la Coupe d'Afrique de 72. La Coupe du Monde de 74 au Brésil. Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique de 72. Voilà, Kazadi, c'était un très grand gardien de but. Ensuite, bon, c'est une équipe qui joue au foot surtout. Donc, à partir du moment où tu joues, Bill ne va pas me contredire, à partir du moment où tu joues, tu crées le jeu, alors tu peux gagner n'importe qui. Et les Congolais, ils sont dans ce sillage depuis l'arrivée, en tout cas, du coach Florent Ibingue, vraiment, qui a inculqué une culture offensive à cette équipe-là. Et dans cette même poule, Bill, il y a la Tunisie qui va également jouer sa carte à fond pour pouvoir se sortir de ce groupe. Les équipes maghrébines sont difficiles à jouer. Hein. J'ai déjà eu l'occasion de jouer contre eux ou contre l'Algérie. C'est des équipes vraiment qui sont très difficiles, qui sont très techniques, individualistes. Donc, je pense que l'Euro, c'est sa carte à jouer. Mais le seul problème de la Tunisie, c'est que généralement, ils font un bon parcours aux éliminatoires, mais en phase finale, c'est là où ça cloche un peu. Je ne sais pas. Tout à fait, parce que c'est lui encore souvent que certaines équipes, surtout des gros cylindrés comme la Tunisie, aux éliminatoires, elles sont brillantes, mais qu'en phase finale, elles n'arrivent pas vraiment à donner le nécessaire pour pouvoir faire mouche. Les matchs éliminatoires, c'est totalement différent de la phase finale. Match éliminatoire, tu peux un peu calculer, mais phase finale, le niveau augmente. Et forcément, ces équipes-là, elles ont peut-être du mal, peut-être par manque d'expérience, même si la Tunisie est souvent dans les CAN. Mais je pense qu'il y a un niveau qui s'élève souvent. Et si on fait un peu le résumé des CAN qui se passent, on voit toujours que ce sont les 4 mêmes équipes qui ont beaucoup d'expérience, qui se retrouvent toujours dans le dernier carré. À part la Zambie qui, en 2012, qui l'a remporté. La surprise, vraiment, ça avait été de la Zambie en 2012. Et là-dedans, on a dans ce groupe une autre équipe, le Cap-Vert. C'est vrai que c'est le petit poussé dans ce groupe, mais au regard de sa prestation lors de la dernière CAN, c'était en 2013, on l'a vu, c'est une équipe qui peut, avec beaucoup de volonté, d'abnégation, surtout d'opiniâtreté, forcer le destin et pouvoir arriver à un niveau qu'on n'espérait pas. Tout à fait, c'est une équipe qui n'a rien à perdre, hein, donc elle est libérée dans la tête. Je pense que les résultats, leurs derniers résultats montrent qu'ils peuvent faire quelque chose et tout. Et moi, je crois en cette équipe. On verra comment ça va se passer pendant les premiers matchs. Mamadou, Cap-Vert. La Zambie est favorite. Je reviendrai sur le Cap-Vert. La Zambie est favorite de Bill, mais pour moi, je ne vois pas la Zambie cette année. Certainement, ils ont eu des difficultés pour sortir de le pool. Hein. C'est à la dernière journée qu'ils sont sortis. Et ensuite, j'ai appris ce matin même que leur quart qui allait au regroupement a fait un accident. Il y a eu 4 joueurs qui sont dans l'équipe nationale et qui n'iront pas à la CAN. Ajouter à cela les difficultés qu'ils ont eues depuis le départ de Renard. Et ensuite aussi peut-être le vieillissement un peu de leur capitaine emblématique, c'est les frères Katongo. Je ne sais pas s'ils seront là ou pas. Donc, je ne vois pas le Cap-Vert sortir la Zambie sortir de cette poule. Justement, c'est souvent quand on voit qu'il y a plein de problèmes que les joueurs se révoltent et se disent écoutez, tout le monde ne nous attend pas parce qu'on a eu plein de problèmes, mais on va leur montrer que les problèmes sont de côté. Ça peut être aussi une motivation pour eux. Tout ça, disons, les absents ont tort, les joueurs qui ont été blessés, et peut-être qu'on ne sait jamais, on va voir. Et vous avez connu déjà des moments de révolte au sein de l'équipe du Cameroun quand vous étiez dans cette équipe?
Bien sûr, les problèmes du Cameroun durent depuis, même en 2002, il y avait déjà beaucoup de problèmes, mais nous, on avait tellement ce fight spirit dans l'équipe que même si on faisait des revendications la veille du match, mais on savait que le match, le lendemain, il fallait le gagner. Et ça se passait toujours très bien avec le Cameroun. On va faire un tour par la poule du Cameroun tout à l'heure. Mais pour revenir sur cette équipe de la Zambie et le départ de Hervé Renard, après avoir donné ce titre, le seul d'ailleurs à cette équipe zambienne, qu'est-ce qui peut amener un coach à partir après avoir donné un titre à une équipe ou à un pays alors qu'on a encore beaucoup à prouver? La sollicitation, c'est vrai. Il a fait un bon parcours. Il avait sans doute envie de rebondir en club. Il l'a fait avec Sochaux, même si ça n'a pas bien marché. Mais quand on a des clubs européens, vous savez, chaque entraîneur en club, et surtout en France, en première division, avoir un club de première division, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc je pense qu'il a eu cette opportunité-là et tout. Et puis il a voulu simplement aller l'essayer. Et puis, bon, même si ça se passe mal, il gagne en expérience. Et on sait le travail qu'il fait en Afrique. Et à tout moment, il pourra toujours revenir. Voilà. Voilà, et on va parler déjà aussi de la poule D dans laquelle se trouve le Cameroun. Il y a la Côte d'Ivoire, le Mali et la Guinée. C'était peut-être pas le moment, mais puisque vous êtes là, on va essayer de faire un petit tour. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont dans la même poule. Ces deux équipes étaient dans la même poule lors des éliminatoires. Comment voyez-vous le Cameroun sortir de cette poule, même si ce pays a terminé en tête au cours des éliminatoires? Écoutez, on espère qu'elle va continuer sur cette lancée-là. C'est vrai que rencontrer encore la Côte d'Ivoire, c'est jamais des matchs faciles. Même si sur 2 matchs pendant les poules, nous avons pris 4 points. Donc, je pense qu'on va partir confiant. Peut-être que la Côte d'Ivoire, les matchs de poule a permis à la Côte d'Ivoire de savoir les problèmes qu'ils avaient. Donc je pense qu'ils vont bien se reconcentrer et moi je vois la Côte d'Ivoire aussi être dans le dernier carré avec le Cameroun. Et vous sentez que les jeunes qui font aujourd'hui la dynamique de l'équipe nationale du Cameroun sont un peu sur la même lancée que vous en 2002? Sur la même lancée, je ne dirais pas ça. C'est vrai qu'ils ont fait un parcours magnifique pendant les poules, mais vous savez, on juge une équipe sur la durée. Et nous, en 2002, c'était 2000-2002, et c'est sur plusieurs années qu'on a convaincu, ce n'est pas simplement sur 3-4 matchs. Donc c'est l'avenir qui va nous dire, s'ils arrivent déjà en demi, voire finale, là on pourra dire que vraiment c'est une équipe qui va confirmer et on pourra compter sur elle. Donc le plus dur, c'est toujours de confirmer en football et de se remettre en question. Mamadou, un mot sur on va dire, ce choc dans la poule D entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun? Là, comme l'a dit Bilan, pour moi, c'est du 50-50. C'est une équipe de Côte d'Ivoire qui s'est refait, qui est en train de se refaire avec un nouvel entraîneur, avec quelques joueurs également, quelques nouveaux joueurs. Voilà. Et ensuite, qui a quelques doutes aussi, qui vient avec quelques doutes. Tout le monde sait que depuis quelques CAN, depuis 2006, la Côte d'Ivoire est toujours favorite. Mais je ne pense pas que cette CAN-là, la Côte d'Ivoire sera parmi les favorites, vu tout ce qui s'est passé pendant les éliminatoires. Ensuite, le Cameroun est une équipe en reconstruction, mais qui a su quand même redémarrer en force avec une nouvelle génération, encadré par quelques anciens qui sont dans la même lignée que c'est ce qui était là et puis qui ont inculqué aux jeunes également vraiment cet esprit du Camerounais, combatif, toujours sûr de lui. Impossible n'est pas Camerounais. Toujours sûr de lui. Donc avec également des jeunes qui commencent à trouver leur place dans les championnats européens, avec une coulée déjà à Marseille. Il fait partie des meilleurs libéraux en Afrique. Vous avez ensuite Vincent Boubacar qui est actuellement à Porto, également qui fait son chemin. Voilà, vous avez Stéphane Biya qui était l'année dernière l'un des meilleurs joueurs en Europe. Et qui Vincent Boubacar aussi. Vincent Boubacar qui a beaucoup marqué lors des éliminatoires. C'est une équipe qui va surfer sur la confiance acquise pendant les éliminatoires pour se présenter avec l'ambition d'aller peut-être même jusqu'en finale. Parce que même si c'est une jeune équipe, alors, les Camerounais, pour eux, quand ils viennent dans une phase de finale de Coupe d'Afrique, ce n'est pas pour s'arrêter en quart de finale ou bien en demi-finale. Donc c'est un match, c'est un duel qui va intéresser tout le monde et puis qui va également être très dur entre les deux ténors du football africain.
Voilà, je rappelle que vous êtes sur Canal 7, la télévision panafricaine, et vous regardez votre émission 7 Sport. Alors nous poursuivons, et puis pour signaler que c'est fou ce que le sport, et plus précisément le football, peut susciter lors de la Première Guerre mondiale en 1914. Des soldats allemands et britanniques avaient, au moment le plus chaud de ce conflit, organisé un match de football pour ramener un peu d'humanité dans ce qui est considéré aujourd'hui comme la période la plus barbare de notre existence. La semaine dernière, Michel Platini, le président de l'UEFA, a rendu un hommage à ces footballeurs hors du commun. Regardez ce reportage de Mamadou Niang. Le président de l'UEFA, Michel Platini, a rendu un vibrant hommage aux soldats allemands et britanniques qui, en Noël 1914, avaient observé une trêve en disputant un match de football au début de ce qui allait être la Grande Guerre. Je trouve particulièrement émouvant d'imaginer ces jeunes hommes d'il y a 100 ans s'inventant dans le foot un langage commun pour exprimer leur fraternité, leur sacrifice et leur douleur, leur capacité à surmonter l'inconcevable. Tout cela nous a aidés à imaginer cette Europe différente et pacifique qui est aujourd'hui notre maison commune. L'ambassadeur d'Allemagne en Belgique a rappelé le nombre de morts enregistrés par son pays dans ce conflit qui a traumatisé l'humanité. Jusqu'à Noël de 1914, on avait déjà compté des centaines de milliers de morts. L'Allemagne avait déjà perdu 300 000 soldats. Ancien combattant, Jean-Marc Todeschini a salué l'esprit de dépassement dont ont fait preuve les soldats. Il y a 100 ans, des hommes ont su se dépasser pour faire perdurer une once d'humanité. Une once d'humanité là où on ne l'attendait pas. Au cœur de la guerre, au cœur des tranchées, au cœur de l'horreur. Démarrée en 1914, la Première Guerre mondiale a pris fin en 1918. Elle a fait une dizaine de millions de morts et des mutilés de guerre. Voilà, vous venez de regarder ce reportage, mais vraiment très émouvant. Au plus fort de cette guerre, de cette Première Guerre mondiale de 1914, à un moment où il y avait une trêve, s'il faut le préciser, des soldats allemands et britanniques ont pu quand même organiser un match de football pour oublier un temps soit peu ce conflit, cette guerre qui n'avait, ma foi, pas de sens. Et on peut aujourd'hui en déduire que le football, au-delà de tout, était moyen de rapprochement. Oui, le football n'a pas de frontières. Hein. Le football, c'est vraiment un moyen, à un certain moment, d'oublier tous les problèmes qu'on a. Donc, moi, même quand je joue avec le Cameroun, on voit toute la population qui est derrière, ils oublient tous les problèmes, tout le monde s'aime, c'est une joie, une fête et tout. Et avoir organisé des matchs pendant une Coupe du Monde, ça permet un peu d'oublier tous les problèmes. C'était, je pense que ça, le but. Et ça peut aussi aider à réconcilier des peuples. Bien sûr, au cours de la Première Guerre mondiale, en 1914. Et là, Mamadou, il y a quelque chose quand même d'assez fort, c'est que ce sont deux adversaires qui s'affrontaient ce jour-là, d'abord sur le plan militaire, mais qui, derrière, ont voulu bien partager ces instants en jouant, en organisant un match de football. Qu'est-ce que ça fait vraiment à ce moment de la vie, quand on sait que, bon, souvent, la guerre, c'est des morts, c'est des coups de canon, et puis pour 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, voire 6, voire 45 minutes, on se remet ensemble grâce au football. Le football, en particulier le sport en général, est fédérateur. Hein. On l'a vu un peu partout, même à l'époque, pendant la guerre de Koweït. Quand il y avait un match de Coupe du Monde, le direct, tout le monde s'arrêtait, on ne faisait plus la guerre. On attendait à la fin du match pour recommencer à faire la guerre. Et ensuite, je peux donner aussi d'autres exemples où il y a des conflits entre les peuples, mais le sport a permis de réconcilier ces peuples-là. Aujourd'hui, on va par exemple en RDC. Non, en RDC non, pas démocratique du Congo. Non, pas en RDC. C'est un conflit tout de même. Ici, près de chez nous, en République centrafricaine, justement. En République centrafricaine, on a vu les musulmans et les chrétiens organiser un match de basket pour se réconcilier. À l'occasion de la finale, du basketball. On a vu tout dernièrement également, dans le même pays, à Bangui, les sportifs organiser une course un marathon pour la réconciliation. Donc souvent, là où les politiques échouent,
les sportifs réussissent à ramener la paix de par leur confrontation. Donc c'est tout à fait émouvant, surtout entre deux adversaires qui, après avoir joué le match de football, vont certainement se mettre ensuite face à face pour s'entretuer. Ça veut dire simplement ce que ça veut dire, c'est que le sport est un moyen de rassemblement des peuples et puis un moyen de fédérer les peuples aussi. Voilà, nous allons attaquer la deuxième partie de cette émission, chers téléspectateurs. Vous regardez à 7 Sports, c'est votre émission d'actualité sportive du continent africain. Alors, pour la deuxième partie, nous allons parler de boxe cette fois-ci, Mamadou. Et puis, pour signaler que, ici, présenter comment est-ce que une passion peut se transformer, ou encore une jalousie amoureuse peut se transformer en passion. C'est le reportage de notre ami de Agence France Presse. Vivine Chidibi est arbitre de boxe. Elle est arrivée là par hasard. Fâchée contre son mari boxeur, qui rentrait toujours très tard après ses combats, la première et seule femme arbitre de boxe professionnelle en République démocratique du Congo a embrassé la carrière pour mieux avoir l'œil sur son compagnon. J'étais fâchée contre mon mari. Chaque fois qu'il terminait ses combats de boxe, il disparaissait avec d'autres femmes. Je ne le revoyais plus. Alors on s'est disputé et je suis rentrée chez mes parents. Et là, à cause de la colère, je me suis dit, il faut que je fasse ça aussi. Vivine Chidibi a réussi à percer dans l'univers des hommes grâce à son caractère trempé après s'être lassée d'arbitrer des combats entre femmes. Certains pensaient que je n'arbitrais que les combats de femmes, mais ils ont vu que j'arbitre même ceux des hommes. D'ailleurs, je n'aime pas arbitrer les combats de femmes. J'ai l'impression qu'elles ne font rien. J'aime les combats des hommes, c'est du vrai. Les gens sont contents de moi et certains veulent devenir comme moi. Seule femme congolaise à embrasser la carrière de boxeuse entamée en 2002, elle est devenue arbitre en 2009 après avoir suivi une formation de juge. Voilà, vous avez reconnu le timbre vocal de Mamadou Niang dans le reportage qui vient de passer. Alors Mamadou, cette femme est devenue arbitre, on va dire, arbitre professionnel de boxe en République démocratique du Congo, par passion ou encore que derrière, elle avait son mari qui était boxeur et qui, au fur et à mesure des combats, elle le perdait, elle ne le voyait pas, elle a décidé donc de s'y mettre et à la fin, elle est devenue arbitre professionnel. Moi, je crois que ça va faire sourire beaucoup d'hommes et de femmes pour dire que bon, la passion n'a pas de frontières. Quand on est passionné parce qu'on veut suivre son mari pour mieux le contrôler, c'est un peu ça pour mieux l'avoir sur son rétroviseur. Alors, comme on dit parfois le marquage à la culotte, et finir par accrocher le virus, ça veut dire vraiment que ça a été très fort. Et puis, c'est une femme également qui a su progresser. Elle a d'abord fait la boxe pendant 7 ans, de 2002 à 2009, avant d'embrasser la carrière d'arbitre. Et ensuite, même quand elle a embrassé la carrière d'arbitre, ça ne lui a pas suffi simplement d'arbitrer les femmes. Elle a dit que non, bon, parce que les combats de femmes, c'est trop mou, c'est trop cuit, je vais arbitrer les hommes. Elle s'est mise également à arbitrer les hommes, ça a fait que, bon, c'est un exemple parmi d'autres exemples aussi. Et puis, bon, comme quoi la passion peut mener à tout. Alors, Bill, est-ce qu'on peut devenir bon footballeur ou bon sportif par ricochet parce qu'on a suivi quelqu'un ou on s'est inspiré de quelqu'un? Bien sûr, tout à fait. Hein. Il y a beaucoup de voix, on dit souvent que tout chemin mène à Rome, mais beaucoup de personnes peuvent arriver dans un sport de différentes manières. Hein. Ça dépend de l'environnement où on est, tout ça et tout, mais tout moyen est bon pour arriver dans le sport. Voilà, nous allons encore poursuivre avec cette fois-ci le thème de cette émission. Il s'agit bien sûr de cette question que l'on se pose un peu partout sur les différents stades. Alors, Bill, est-ce qu'aujourd'hui, il serait judicieux de remplacer les arbitres par des robots pour décider des rencontres? Je ne pense pas qu'il soit judicieux de remplacer. Il faut plutôt aider l'arbitrage par des moyens, technologie, pour qu'il y ait le moins d'erreurs. Parce que c'est vrai que quand il y a des... Aujourd'hui, le sport a beaucoup d'enjeux, surtout financiers. Donc on ne peut pas se permettre de faire d'erreurs comme on le voit aujourd'hui. Donc en ce qui concerne le football, c'est la vidéo dont on parle. On voit qu'aux États-Unis, ils utilisent la vidéo déjà depuis un moment dans
certains sports, -ce même au rugby. Ce serait pas une façon de défigurer ce sport? Non, ça ne va pas être défiguré. Il faut un support supplémentaire. C'est bien qu'un arbitre, c'est un être humain, il ne peut pas voir... Nous, c'est facile pour nous de voir à la télé parce qu'on a le ralenti, on a tout ça, mais eux, à une image réelle, c'est difficile de juger. Donc, le fait d'apporter une aide qui peut être la vidéo, je pense que ce serait une bonne idée. Mais remplacer, non. Oui, donc totalement. On évoquait ça à un moment donné, à Michel Platini, il y a quelques années, évoquait bien sûr cette envie de pouvoir remplacer les arbitres par des robots. Mamadou, est-ce que vous êtes d'accord avec ce fait que même que les arbitres soient aidés par les robots pour l'arbitrage des rencontres? Je suis d'accord à certains niveaux. Par exemple, la ligne de but. Comme Bill l'a dit, ça va très vite. Hein. On a vu des équipes perdre un match alors que le but est parfaitement valable. Ça va très vite. Ce n'est pas à l'époque où on allait à 50 à l'heure ou bien à 20 à l'heure dans le jeu. À l'époque, un footballeur, il pouvait éliminer quelqu'un, faire 2 mètres sans voir un adversaire. Maintenant, ce n'est plus possible. Il faut pouvoir très vite. Les arbitres, il faut qu'il aille très vite. C'est pas de question. Quand vous avez une équipe comme... L'arbitre, il réagit dans le feu de l'action. Il a juste le temps de donner son jugement après quelques secondes. Et puis, que derrière, il y en a qui profitent du ralenti pour donner un jugement. Mais justement, quand vous avez par exemple une équipe comme le Real, quand un compte se déclenche dans les 18 adverses, hein, on fait 5 secondes pour arriver à l'autre camp. L'arbitre qui est là déjà, à l'entrée des 18, il ne peut pas faire les 5 secondes pour être dans la surface adverse. Ce n'est pas possible. Mais sur la ligne de but, quand même, bon, comme l'a dit Bill, il peut y avoir des écrans. Les écrans pour juste jeter un coup d'œil pour voir si le ballon est entré ou pas. Bon, ils sont sur cette voie parce qu'en instaurant l'arbitrage à 5, ils sont 5. On a vu que même avec l'arbitrage à 5, il y a encore des problèmes. Parce qu'il y a des arbitres qui sont sur la ligne, mais parfois, à qui la vitesse du ballon échappe. Mais quant à robotiser complètement l'arbitrage, ce n'est pas comme au tennis. Ce n'est pas comme au tennis où quand la balle rebondit juste, on peut juste juger très rapidement. Le foot, c'est 100 000 spectateurs. Hein? C'est des milliers de spectateurs qui sont ici. Donc là, il faut y aller, je crois, étape par étape. On a commencé par mettre en place les 5 juges, les 5 arbitres. Il faut essayer de voir peut-être sur la ligne de but, c'est déjà expérimenté. Mettre ça en application. Maintenant, les gens en Angleterre. On ne peut pas généraliser ça très vite. On le fait pendant les grandes compétitions, mais en Afrique, par exemple, nos championnats ne peuvent pas, on ne peut pas utiliser la vidéo pour juger un but entre Manga Sport et Ombelenziambi, par exemple. Tu vois. Donc, il faut y aller progressivement, mais c'est sûr et certain qu'on arrivera à ce niveau, à un point où, comme l'a dit Bill, il y a trop d'enjeux dans le sport, dans le foot. On arrivera à un point où il faut peut-être vraiment pousser la technologie pour qu'il y ait de moins en moins de problèmes. Alors, et souvent, il y a des buts accordés par les arbitres qui sont souvent fatals pour d'autres équipes. On a regardé en Coupe du Monde il y a quelques années le Maroc, je pense bien, qui a pris un but, mais où la balle était sortie. Ce sont là des raisons qui forcent aujourd'hui les responsables du football du monde à pouvoir amener petit à petit les robots dans l'arbitrage des rencontres. Mais Bill, est-ce qu'on peut signaler, on peut préciser que c'est finalement l'enjeu qui prévaut aujourd'hui et que le football n'a plus vraiment n'a plus sa dignité, s'il faut le dire? Je pense que l'enjeu, ce n'est pas tellement les footballeurs en eux-mêmes, parce que tous les footballeurs sont toujours passionnés. C'est ce qu'il y a autour du football. C'est les investisseurs. Il y en a qui investissent, qui mettent de l'argent et tout, et qui ne veulent pas perdre de l'argent parce qu'une personne n'a pas validé un but. Donc c'est ça qui pousse à ce que le football évolue. Il faut aussi que du beau jeu. Voilà, c'est ça. Donc il faut se mettre à la page et puis remplacer non, mais aider les arbitres, aider l'être humain, aider les yeux. Voilà. Merci Bill. Cette émission est quasiment terminée. Merci Mamadou. Voilà, ce programme, ce 3e numéro de 7 Sports est terminé. Merci à toute l'équipe qui a participé à la réalisation de ceci. Merci et on se retrouve lundi prochain, même heure. Au revoir.